Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Rivier. Bonjour Rémi. Bonjour Céline. Donc tu es kiné à Marseille, je ne me trompe pas, jusqu'à présent. Exactement. Les infos sont bonnes. Bon, ça va. J'ai eu des bons tuyaux alors. Donc tu es secrétaire du syndicat départemental des Bouches-du-Rhône et aussi secrétaire général à la FFMKR au bureau. C'est bien ça aussi ? Exactement, c'est ça. J'ai la double casquette. C'est effectivement on vient des départements, du syndicat départemental pour ensuite aller être présenté par notre syndicat au niveau national. Et c'est toujours bien, je pense, d'avoir un peu cette double casquette qui permet de garder un peu le lien avec les problématiques que peuvent avoir les syndicats dans les départements, de ne pas être simplement centré sur les objectifs nationaux. C'est un petit, une sorte de petit élastique qui nous ramène parfois, non pas à la réalité, parce qu'on est aussi dans la réalité, mais à d'autres réalités que celles qu'on peut avoir au niveau national. Oui, parce que tu exerces quand même, tu es kiné, j'ai commencé par ça. Tout à fait, exactement, j'exerce. Moi, j'exerce 2 jours et demi par semaine. Ouais. J'ai réorganisé mon activité de manière à avoir plus de latitude pour aménager mon emploi du temps. Donc, j'exerce le lundi et le vendredi, uniquement à domicile, ce qui me permet d'avoir, de pouvoir déplacer des rendez-vous plus facilement. Enfin, en tout cas, pour moi, j'estimais de manière plus aisée que si j'avais un cabinet à gérer, etc. Donc, voilà, j'ai une activité plutôt de type gériatrique à domicile sur Marseille. Et c'est quelque chose qui me correspond plutôt bien parce que je trouve que c'est, pour moi, une des pratiques qui a le plus de sens. Et celle d'accompagner les gens pour qu'ils puissent rester à leur domicile, notamment, tout ça, c'est ce qui, pour moi, me donne de la satisfaction en tant que professionnel. On peut presque parler de spécificité, en fait, quasi. Alors après, tout dépend de ce qu'on entend par spécificité. C'est ça, exactement. Si on peut dire que j'ai une activité spécifique. Après, de là à dire que j'ai une spécificité, il faudrait que j'ai une formation spécifique avec un cadre qui a été défini, etc. Donc, sans aller jusque-là, effectivement, j'ai une activité qui est orientée vers cette prise en charge et qui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, correspond à là où peut-être je m'exprime le mieux en tant que kiné. Pourquoi kiné, en fait ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier ? Un hasard ? Kiné, alors j'ai réfléchi un petit peu, effectivement, et j'avais souvenir de m'être blessé quand je jouais au rugby et d'avoir eu affaire à un kiné quand j'avais 10-12 ans à peu près, qui s'appelait également Rémi, qui était un kiné qui était à Nuit-Saint-Georges, le petit village où j'ai grandi en Côte d'Or. C'était un peu mon premier contact et après j'étais sportif de haut niveau, donc en tant que sportif on a souvent affaire à des blessures, on est déjà confronté un peu au kiné et le côté effectivement accompagner les sportifs de haut niveau était quelque chose qui m'intéressait et c'est vrai que dans ces conditions-là finalement le mieux, plus que d'être médecin ou d'être infirmier ou ça, c'est celui qu'on voit peut-être le plus, c'est le kiné qu'on va entrer sur le terrain, qui va aller soigner à l'époque, un coup d'éponge, un coup de bombe de froid pour le joueur de rugby, pour le remettre et il se relève, c'est miraculeux, c'est magique. Donc peut-être que ça m'a orienté vers cette pratique, le côté sportif. Et donc j'ai fait mes études à Dijon. J'ai été diplômé en 2007 et à cette époque j'étais encore sportif, donc j'ai commencé par exercer en salariat de façon à pouvoir faire cohabiter un peu mes 2 professions, mes 2 casquettes, à la fois rugbyman et à la fois kinésithérapeute, ce qui n'était pas toujours évident parce que c'est vrai que entre les entraînements quotidiens, les matchs le week-end, plus les journées de travail, c'était pas toujours forcément simple, mais ça avait un côté sympa. Enfin, il y avait des choses un peu rigolotes où j'étais dans une petite ville à Dijon où régulièrement on faisait un peu la une du journal local le lundi, et quand j'arrivais le lundi matin que mes patients amenaient des journaux avec vous êtes en photo dans le journal et tout, c'est vrai que ça pouvait être un peu rigolo quand j'arrivais un peu défiguré, on me disait mais vous faites quoi, vous êtes battu non. Voilà. Donc ça c'était les côtés un peu sympas. Et après effectivement j'ai bifurqué encore une fois au moment où j'ai arrêté le rugby, où effectivement j'avais un peu cette sensation d'être comment dirais-je,
d'être toujours dans un monde un peu fermé. Le rugby, c'est un monde extrêmement convivial, c'est un monde extrêmement festif, mais c'est un monde, notamment quand on est dans le sport un peu de haut niveau, c'est un monde où on est toujours avec les mêmes personnes finalement. Et moi, j'avais envie un peu de découvrir de nouvelles choses, de partir en vacances l'été. J'avais plus envie de faire des préparations physiques, des machins. Je voulais pouvoir aller au ski, avoir des week-ends, des choses comme ça, ce qui n'était pas forcément très simple à avoir dans ce contexte-là. Donc là, j'ai arrêté le rugby et effectivement, à partir de là, je me suis orienté vers le libéral. Voilà, donc ça, c'était en 2010. Voilà pour mon parcours, toujours en Bourgogne. Après, ma vie personnelle a fait que j'ai émigré à Marseille, où je me suis installé en 2012, après avoir fait un an avec un kiné en tant qu'assistant. Et de là, ensuite, j'ai développé un cabinet en libéral à Marseille. Tu t'es associé toujours dans le même cabinet Alors, j'ai commencé avec un kiné qui devait prendre sa retraite et j'étais son assistant pendant un an. Et au moment où il est parti, en fait, j'ai pris sa succession. Okay. Et à sa place, j'ai pris un assistant, etc. On avait monté une petite équipe comme ça dans un cabinet, comme je disais, à proximité du Vélodrome. Voilà, ça parlera aux amateurs de foot. Donc voilà mon... Donc ancré à Marseille, pardon. C'est ça, ancré à Marseille. Peut-être la petite anecdote, c'est qu'entre Dijon et Marseille, je suis parti vivre quelques mois tout seul en Nouvelle-Zélande, donc peut-être déjà une première trace d'envie de liberté, de voyager, de découvrir d'autres choses. Terre de rugby. Terre de rugby également, oui. Et voilà, donc une expérience personnelle assez riche. Et donc ensuite, effectivement, Marseille et un petit peu la construction d'une vie professionnelle, familiale, personnelle sur Marseille, dans le sud. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé un peu la route du syndicat, même si quand j'étais à Dijon, j'avais travaillé un tout petit peu en libéral auparavant, dans un cabinet dont le kinésithérapeute titulaire était déjà un proche du syndicat. Donc ça m'avait déjà mis un petit peu le pied à l'étrier. Mm-hmm. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai envie de dire qu'à peu près comme la majeure partie des kinés, on se rapproche du syndicat quand on a un souci. Moi, j'avais eu un souci du coup, avec ce collègue qui partait à la retraite, etc. Enfin, la transition s'était pas forcément très bien passée, donc j'avais pris contact avec le syndicat local, qui était donc la Fédé. Tu étais adhérent à l'époque? Alors, je crois, il me semble pas que j'étais adhérent. C'est au moment où en fait j'ai contacté le syndicat local, je me suis dit je vais adhérer. Parce qu'effectivement, ça me paraissait logique d'adhérer, de demander un conseil et effectivement de pas juste venir prendre un conseil et me dire merci, et voilà, juste de consommer, c'était pas forcément ma vision des choses. Et après, de fil en aiguille, on est venu aussi l'idée un petit peu de comprendre pourquoi finalement, enfin moi ma réflexion de base, elle a été de dire mais en fait pourquoi on n'est pas mieux payé que ça, quoi. De comprendre quelque part pourquoi on n'avait pas un acte qui était réévalué régulièrement, etc. Et puis aussi, c'est un peu un des leitmotifs que j'essaye de m'appliquer, c'est que sans action, la critique est vaine. J'ai une sainte horreur de ceux qui vont hurler partout leur colère, mais qui à côté de ça ne font rien. Pour moi, tu ne peux parler que si tu agis. Voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Et puis après, l'engagement dans ce syndicat départemental s'est plutôt bien passé. On avait... à l'époque, un syndicat peut-être un petit peu vieillissant, puis qui s'est assez vite rajeuni, de nouvelles têtes sont arrivées, et puis voilà, de fil en aiguille, finalement, j'ai pris goût à cet engagement, au fait de discuter, d'apporter des réponses aux confrères, d'organiser un petit peu des soirées, des événements, de voir mes collègues, de m'intéresser un peu à la vie associative, tout cela. Et ensuite, comme je disais, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ce que mes collègues, on en discute ensemble de briguer, pourquoi pas un poste national, entre guillemets. Et puis après, finalement, d'être élu et de m'éclater un petit peu dans tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'il y a à faire pour le syndicat, pour la kinésithérapie, pour les professionnels. Ok. Donc alors, pour passer de ta fonction, d'ajouter une fonction nationale, tu as fait toc-toc Non, j'ai pas fait toc-toc. Non. Ça s'est passé comment? Non, alors ma candidature, en fait, il faut être présenté faut que ta candidature soit validée par ton conseil d'administration du syndicat départemental. Et après, il y a une élection qui se déroule lors d'un congrès. Voilà, après, j'étais le jeune candidat, donc c'est toujours un petit peu, j'allais dire, pas facile, mais on a
une page blanche qui s'offre un peu aux syndicats départementaux et qui veulent un peu peut-être souvent promouvoir un peu le renouvellement des têtes. Donc cette élection s'était plutôt bien passée. Voilà, et après, de fil en aiguille, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert un peu le fonctionnement de ce qu'était la FFMKR, le Conseil fédéral, qui à l'époque était composé de 30 membres, des réunions 4 fois par an, sur un jour et demi, je crois, à l'époque, sur lequel on débat de thèmes concernant la kinésithérapie, à la fois le syndicat, la profession, l'évolution, tout cela. Et voilà, je me suis plutôt éclaté là-dedans. Ok. Voilà. Et c'est ton présent aussi. C'est aussi mon présent. Alors maintenant, j'ai effectivement plus tout à fait la même casquette. C'est vrai que quand on vient au départ en tant qu'élu national, en tant que conseiller fédéral, assister à un conseiller fédéral, notamment dans ma position, l'idée était plus d'assister, de découvrir et voilà, de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Après, moi, j'avais une thématique qui m'intéressait, qui était notamment tout ce qui était sport, santé, activité physique adaptée, qui à l'époque quand j'ai été élu en 2017, venait tout juste en fait d'être un peu mis en place parce que la loi sport sur ordonnance avait été votée le 31/12/2016, donc on était un peu dans la continuité de tout cela. Il y avait une forte thématique sur l'activité physique adaptée. Et je me suis emparé de cette thématique un peu comme j'ai pu. J'ai appelé un ami de mes parents qui était kiné à l'INSEP, qui avait un contact avec un médecin du CNOSF. Le CNOSF était très impliqué à l'époque dans le sport sur ordonnance. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré différents intervenants, différentes personnes qui font qu'ensuite on a pu être reçu, pas que par ce biais-là, mais en partie par ce biais, on a pu être reçu au ministère des Sports, par des personnes en charge de la stratégie nationale sport santé, etc. Et d'établir des liens et des relations qui ont fait qu'on a pu porter nos idées pour qu'elles puissent avancer tranquillement. Ok. Voilà. C'est en plein thème en cette année olympique et paralympique. Exactement, c'est un thème qui est d'actualité depuis maintenant, effectivement, 7-8 ans. On en parle beaucoup, on parle beaucoup de sédentarité, d'activité, d'inactivité. Effectivement, je pense que c'est un thème qui va devenir de plus en plus prégnant. Et donc, c'est un thème que ensuite j'ai confié à un autre conseiller fédéral qui a repris cette tâche, vu qu'effectivement maintenant je suis secrétaire général et que finalement j'ai plus dans mes missions l'organisation des événements, le bon fonctionnement du conseil fédéral, le fait que chacun puisse être partie prenante des décisions, que chacun ait l'occasion de s'exprimer, que chacun trouve sa place dans ce fonctionnement, sachant qu'effectivement à la FFMKR, depuis un an, on a un nouveau conseil fédéral qui, comme je disais tout à l'heure, au début on était 30 quand j'ai commencé, maintenant on est 20. Avec un bureau qui est plus élargi. Donc voilà, il faut qu'on trouve un petit peu qu'on trouve notre rythme de croisière et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est quelque chose auquel je tiens. Voilà. C'était une volonté de chacun de réduire le nombre de conseillers fédéraux ? C'était une volonté du Congrès qui s'est prononcé sur la rénovation des statuts. D'accord. Donc après, voilà, je pense que travailler à 30... C'était peut-être effectivement compliqué, avec un bureau composé de 4 personnes. Dans les statuts, ça faisait effectivement une grosse entité. Et effectivement, on voit que maintenant, l'actualité est tellement dense, on a besoin d'avoir des retours assez rapides. Et on sait que malgré les moyens de communication modernes que l'on a à disposition, quand on est 30 et si on doit attendre le retour de 30 personnes ou attendre la prochaine réunion, ça peut parfois être compliqué. Donc sans dire qu'on prend des décisions, comment dirais-je, sans consulter le Conseil fédéral, bien loin de là. Quand on a besoin, on est en capacité d'organiser des conseils fédéraux en visio, des réunions, enfin voilà, ou de fonctionner par vote électronique. Mais c'est vrai qu'il fallait peut-être réduire ce nombre pour essayer d'aller un peu plus vite et de suivre le rythme de l'actualité. Ok, d'accord, très bien. Et tu suis encore un petit peu ce sujet de sport santé ou... Oui, c'est un sujet qui me passionne toujours. Alors effectivement, t'as un peu moins de temps. Ouais, en fait c'est moins dans mes missions et puis j'ai confié j'ai passé le bébé à quelqu'un d'autre. Donc ça serait quand il y a besoin et qu'il faut le faire, oui, je m'en occupe. Ou là, dernièrement, il y a eu le salon Rééduca sur lequel j'ai fait une intervention sur la sédentarité et le sport santé. Effectivement, c'est un sujet que je maîtrise et notamment tout le contexte politique qui fait que j'ai vu cette évolution sur les 7 dernières années. Où voilà, il y a des choses qui ont évolué, d'autres moins. On reste malgré tout toujours sur des... Comment dire, moi, je décris ça comme des manœuvres incantatoires. C'est le manger-bouger, c'est 5 fruits et légumes, c'est tout ça. Mais
à part des slogans, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'accompagnement humain, et on sait que pour transformer des habitudes, pour pour ancrer les habitudes, les changements d'habitudes justement, il faut un accompagnement humain. Et après, sur le versant plus proprement kiné, nous, c'est vrai qu'on milite pour la prescription d'activité physique adaptée. Certains vont nous rétorquer qu'effectivement que ça ne donne pas le droit à un remboursement, ce qui est une prise en charge, ce qui est tout à fait juste et ce qu'on ne conteste pas. Nous, on réclame un peu cette prescription parce qu'un peu à l'image de ce qu'un médecin pourrait faire avec un patient, où il lui dirait, bon voilà, vous avez telle pathologie, je vous donne tel traitement, vous allez prendre ce médicament, ce médicament, ce médicament, ce médicament. Et là, si le médecin ne donnait pas une ordonnance, si le patient se lève et doit aller voir le pharmacien et dire, il faudrait ce médicament, et voilà. On a une absence d'engagement, en fait, on n'a pas de document qui nous permet de porter le message que l'on souhaite avoir. Parce que bien évidemment, dans la vie de tous les jours, dans notre pratique quotidienne avec nos patients, on leur conseille de faire de l'activité physique, on peut les accompagner, etc. Mais c'est vrai qu'on a notamment ce côté prescription d'activité physique qui pour nous serait vraiment essentiel. Quelque part, tu verrais plus même quasiment comme une contractualisation, en fait, presque au-delà d'une prescription. C'est plus dans cet esprit-là, en fait. Exactement. En fait, c'est un message fort. En fait, c'est je donne un courrier. C'est pas je dis faites de l'activité. C'est pas un message oral. C'est pas quelque chose. C'est un papier que je donne dans lequel véritablement je donne un cadre dans lequel le patient doit ensuite aller faire de l'activité physique adaptée ou du sport santé suivant son profil, quoi. Et donc, il y a des perspectives pour que, justement... Alors, on va voir. On est bientôt dans la période du PLFSS. Alors, après, avec l'actualité politique un petit peu compliquée qu'on a eue dernièrement, c'est pas forcément évident. Je pense pas que ça sera la priorité, mais nous, c'est quelque chose qu'on va forcément porter. On a eu l'année dernière l'obtention du renouvellement de la prescription d'activité physique adaptée, avec la possibilité d'adapter les modalités. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui était entre guillemets intéressant puisque c'est une première marche. On a dernièrement un député qui porte un projet de loi pour la kinésithérapie qui sera porté par les 3 syndicats de manière conjointe, dans lequel notamment on réclame le droit de prescrire de l'activité physique adaptée. Et je reviens un petit peu sur les limites de la prescription. À l'heure actuelle, l'écueil serait que nous ne serions pas formés, que ça devrait être du ressort du médecin généraliste ou du médecin spécialiste uniquement. À cela, moi, je rétorque qu'on peut déjà adapter une prescription et qu'on peut l'adapter comme on veut. Donc, autant dire que finalement, on peut déjà si on doit mettre les gens en danger, on les met déjà en danger dès maintenant. Donc, voilà, il y a quelques arguments qui peuvent tomber. Après, moi, j'entends les réticences des uns et des autres, et sans parler de corporatisme, pas du tout. Je pense que c'est souvent plus une méconnaissance de la formation. Les médecins sont pas, ou les tutelles, les pouvoirs publics sont pas forcément au courant finalement que notre la réforme de la formation initiale nous donne peut-être plus de billes entre guillemets pour traiter ces patients, le repérage des drapeaux rouges, tout cela. Donc voilà, l'image du masseur kinésithérapeute finalement devrait devenir celle du kinésithérapeute, mais voilà, on verra un petit peu dans les semaines à venir si ça fonctionne. Ouais. Encore un article de la proposition de loi, ça. Exactement, oui, tout à fait. C'est le fait de ne plus être masseur kinésithérapeute ou masseuse kinésithérapeute, parce que nous sommes une profession devenue à majorité féminine, donc la loi voudrait qu'on soit des masseuses kinésithérapeutes, étant donné que... du coup, effectivement, si on devient kinésithérapeute, je pense que c'est bien pour la profession d'enlever un petit peu cette particule technique. Voilà, parce que finalement, on serait masseur, exerceur, metteur de show, électrothérapeute, kinésithérapeute. Voilà, peut-être tout ça. Donc, non, kinésithérapeute, ça ira bien. Ouais, et puis je pense que ce n'est pas non plus enlever une de nos compétences. Certains ont peur de ça, au contraire. Ça reste un de nos outils, mais ce n'est pas le seul. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Tout à fait, non, je pense que c'est effectivement, comme tu le disais, on a des compétences et si on enlève, c'est enlever le nom d'un outil de notre profession, c'est même pas enlever l'outil. Donc, non, moi je suis pas inquiet et c'est vrai que peut-être que les gens ne le réalisent pas, mais le côté masseur peut avoir un peu des fois de la part des responsables politiques un côté un peu comment dirais-je,
pas dégradant, c'est pas dégradant, mais ça peut vite donner la possibilité de faire un peu de rabaisser un petit peu. Ah bah vous les masseurs, machin, etc. Donc c'est vrai que si on arrive quelque part à c'est pas se débarrasser de ça, mais à évoluer en fait, simplement, c'est le sens de l'histoire, d'évoluer en étant tous kinésithérapeutes. Je pense que ça sera positif pour l'image de notre profession et à la fois auprès des pouvoirs publics, à la fois pour notre profession, j'imagine, et certainement pour les patients. Okay. Tu parlais que tu travaillais 2 jours et demi au cabinet en domicile, donc le reste de ta semaine elle est dédiée donc à tes fonctions syndicales. C'est ça, ouais, exactement, tout à fait. Effectivement, dans l'organisation de ma scène, j'ai un jour où je suis sur Paris, puisque effectivement on a des locaux sur Paris avec des salariés qui font tourner la FFM-Care, le syndicat qui répond aux questions, qui vont gérer un petit peu toutes les tâches, tout ce qu'il y a à gérer quand on a un syndicat, la communication, la réponse aux questions des adhérents, les adhésions, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et puis après, c'est surtout principalement du télétravail, grâce en fait un petit peu à la crise Covid. Maintenant, c'est vrai que ça s'est un peu démocratisé, donc c'est plus simple de l'organiser comme ça. Mais si tu veux, enfin, j'ai un jour fixe entre guillemets où je vais là-bas, où je vais à Paris, et je suis en présentiel. Donc pour ceux qui veulent se donner un peu un ordre d'idée, je me lève à 4h30, je prends le train à 5h15, je suis à 8h30 à la gare de Lyon, je marche 30 minutes, je suis au bureau, je fais des réunions toute la journée, je fais le point avec les collègues, les salariés, etc. Et je repars en général le soir à 18-19h et j'arrive chez moi à 10h30, 11h, donc je dors plutôt bien après ces journées. Mais après, moi j'aime bien ce rythme, c'est quelque chose qui me convient. Et après, au-delà de ce temps physique dédié, il y a tout le télétravail, en fait, c'est difficile de donner un ordre d'idée, mais même le lundi où je suis avec mes patients, il peut m'arriver de couper un peu, de traiter des mails, de répondre à une urgence. Le vendredi aussi, le samedi, le dimanche, en fait, on n'arrête jamais trop. On vit un peu fédé quand. Oui. Voilà. Oui, bien. Nous ne sommes déjà pas une profession de base à pointer, voilà, au départ où on arrive au cabinet, donc avec ces fonctions-là en supplément. Ouais. Après, pour rassurer ceux qui seraient inquiets pour ma santé, je n'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est quand même, ça reste malgré tout un plaisir à la fois d'être auprès de mes patients, d'être investi dans le syndicat. On a une période assez dynamique où notre syndicat a plutôt le vent en poupe. En tout cas, on a des résultats qui nous paraissent satisfaisants. On porte des projets. Voilà, peut-être un mot sur la FFM-Care. Et ce que moi j'en perçois, c'est que c'est un syndicat qui est progressiste, qui porte des réformes et qui va chercher des solutions s'il y a un problème. Voilà, moi je pourrais pas être dans un syndicat qui s'oppose à tout. C'est pas possible pour moi. En fait, s'il y a un problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça permet de régler, du coup, d'éviter de perdre trop de temps certaines fois sur des problèmes qui n'en sont pas. D'accord. Voilà. Action. Voilà, action, ça rejoint un peu ce que je disais en préambule. Effectivement, c'est l'action. Je pense qu'on peut bien résumer toutes tes activités différentes. Tu m'as parlé de Marseille, tu m'as parlé de Dijon, mais j'ai entendu dire aussi que tu as exercé bien plus loin. Exactement, oui. C'était peut-être dans la continuité de cette envie de voyager. Effectivement, j'ai eu une petite parenthèse en Polynésie sur un petit atoll qui s'appelle Fakarava, qui est un haut lieu de la plongée mondiale. Des centaines de personnes vont faire de la plongée là-bas pour nager avec des requins. C'est assez connu pour ça. Un peu moins pour son kiné, mais peut-être qu'un jour. Parce que tu es parti. Parce que je suis parti, certainement. Ouais, donc non, une expérience, une parenthèse, comme je disais, effectivement, un projet familial où, effectivement, avec ma femme, donc qui est médecin généraliste, on s'était dit un jour, si on a une occasion, pourquoi pas. Et on était à l'été 2021, on était dans un camping et je crois elle check ses mails et elle voit qu'elle a une alerte, une proposition d'emploi de Indeed, c'est un site d'offre d'emploi. Et souvent, elle avait mis une alerte il y a 10 ans. Et souvent, c'était la Guyane, la Réunion, la Martinique. Et nous, ça ne nous correspondait pas forcément. C'était peut-être pas forcément assez dépaysant pour nous. Mm-hmm. Et donc là, elle me dit, tiens, il y a une offre d'emploi à Bora Bora.
Ouais, écoute, pourquoi pas. Ouais, allez, tiens, vas-y, réponds. Hop. Donc, sur cette application, tu peux répondre, tu as ton CV, tu renvoies une candidature simplifiée. Et puis, je dis, écoute, double peut-être d'un envoi. Il y a une adresse mail, envoie ton CV à l'adresse et puis on verra, quoi. Donc, après, entre-temps, on réfléchit un peu. On se dit, Bora Bora, ouais, quand même, c'est super touristique. C'est pas forcément ce qu'on recherche et tout. Bon, on se dit, c'est pas grave. On verra bien. Et donc, quelques jours après, on a un retour. Et en fait, on était début août et il fallait y arriver le 15 septembre. Donc, sachant qu'à cette époque, j'ai mon cabinet en libéral, ma femme est aussi installée en libéral, qu'accessoirement, on a 3 enfants qui ont 4, 5 et 7 ans. Donc, partir le 15 septembre au mois d'août, ce n'était pas forcément très facile. Donc, du coup, on a refusé cette proposition, mais en Polynésie, donc, il y a la direction de la santé, qui est l'équivalent un peu de notre ministère de la Santé. Ils ont une division Tuamotu, donc, qui sont un peu cet endroit au nord-est de Tahiti où, en fait, il y a tous les atolls. Et ils cherchaient un médecin pour Makemo, qui est un atoll, un grand atoll où il y a à peu près 1000 habitants. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas, etc. Donc entretien avec le responsable. Et puis finalement, un autre poste qui se libère à Fakarava. Et effectivement, Fakarava, c'est comme je disais au début, un atoll touristique. Et pour nous, ça permettait un peu d'avoir un entre-deux, en fait. À la fois d'être isolé, parce que Fakarava, c'est un atoll qui fait 20 km de large sur 60 de long. Mais c'est une bande de terre qui fait entre 200 à 300, 400 mètres de large, quoi. Donc c'est pas très grand. Et c'est très touristique, 700 habitants. Il y a quand même 3 vols par semaine. Donc voilà, on est isolé, mais par rapport à d'autres atolls, c'est pas autant que ça. Donc du coup, on s'est envolé pour la Polynésie fin décembre. Donc ça a été quand même assez rapide. J'ai confié le cabinet que j'avais à Marseille. Je l'ai même vendu à mes collègues avec lesquels je travaillais, etc. On a tout soldé et on est parti vivre cette aventure là-bas. Où effectivement, moi, j'ai exercé sur l'atoll. Donc j'ai fait ma radiation du Conseil de l'Ordre en France, puisque la Polynésie est un pays d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer. Enfin, en tout cas, on n'a pas le même système de santé, il n'y a pas d'ordre là-bas. Donc j'ai dû faire ma radiation, j'ai dû m'enregistrer à la... Alors j'ai perdu les acronymes, mais à l'équivalent de ça doit être la direction des affaires sanitaires et sociales ou quelque chose comme ça, plus enregistrer mon diplôme au tribunal pour qu'il soit authentifié, etc. Enfin, tout un tas de démarches. Aller à ce qu'ils appellent là-bas la CPS, c'est la Caisse de prévoyance sociale. C'est l'équivalent de NACNAM chez nous. Voilà, donc toutes ces démarches. Et pour ensuite finir par m'installer sur Fakarava. Alors quand je dis comme ça a l'air simple, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a une étape très importante qui était très compliquée pour moi, c'est que je devais avoir un bail professionnel. Donc autant te dire qu'à Fakarava, 700 habitants, avoir un bail pro pour un cabinet de kinésithérapie, c'est pas une mince affaire. Donc la chance que j'ai eue, c'est que il y avait une POPA. Donc une POPA, c'est une expat qui était là depuis un bout de temps maintenant, qui est mariée avec un Polynésien, etc. Qui avait un petit local et qui du coup était censé, enfin c'était pas elle qui l'avait directement, mais qui a compris en fait quelle était ma demande, quoi. Qui a compris que en fait je voulais juste un papier pour m'installer en tant que kiné, sachant qu'effectivement sur Fakarava, j'avais pas forcément pour envie de créer un cabinet, une structure, etc. Je voulais juste simplement aller rendre service aux quelques patients, les personnes âgées qui auraient du mal à déambuler ou ce genre de... Il y avait des kinés déjà présents? Non, zéro kiné. Zéro kiné et pas de médecin à part ma femme qui travaillait au dispensaire, donc qui était salariée là-bas. Donc non, ça a été une création d'activité. Une fois que j'ai donc pu obtenir ce précieux sésame, ce bail professionnel, donc j'ai pu exercer et effectivement j'ai pu faire quelques séances de rééducation face au lagon. Voilà. Plutôt pas mal la carte postale. Plutôt pas mal, effectivement, c'est vrai. D'accord. Et alors, au niveau soins, pathologie Pathologie, alors peut-être pour donner un chiffre, en termes d'épidémiologie, 70% de personnes en surpoids en Polynésie, dont 50% et 50% en situation d'obésité. D'accord. Donc on a une population en très mauvaise santé. Je crois de mémoire qu'ils ont une espérance de vie qui diminue et qu'ils ont un taux de natalité qui est très faible. Donc on a une population qui n'est pas forcément sur une bonne pente. Et peut-être pour donner un ordre d'idée, la Polynésie, c'est 300 000 habitants. Et les Tuamotu, sur lesquels il doit y avoir peut-être 80 atolls, il y a 25 000 habitants, 20 000, dont 4 000 à Rangiroa, qui est le grand atoll, 700 à Fakarava, 1500 à Makemo. C'est un peu dispatché partout. Mais pour en revenir à la population sur l'île, plutôt en mauvaise santé quelque part,
parce que effectivement la malbouffe, l'inactivité, effectivement les perspectives étant assez faibles, finalement c'est vrai qu'on fait pas grand chose quoi. On fait pas grand chose. Derrière la carte postale, il y a une vie quotidienne qui finalement est beaucoup moins riche que ce qu'on peut avoir en métropole. Et puis il y a d'autres contraintes avec et d'autres avantages évidemment. Hein, les premières fois qu'on va à l'école, j'y vais avec mes enfants en vélo, l'école est à 300 mètres, on passe devant le lagon, il y a des petits élans de requins qui sont là, il y a des trucs, il fait super beau, machin, etc. C'est top. Mais à côté de ça, une autre anecdote, quand on est arrivé à Fakarava, on est donc arrivé le 24 décembre, on descend de l'avion, on prend un bateau, on va dans une pension, donc c'est une sorte d'hôtel où tu es pris en charge et tout. Tout se passe bien, on fait le week-end là. Ma femme, on avait décidé de faire ça avant que ma femme prenne le boulot le lundi. Donc on fait ça et arrive le lundi. Donc elle va au boulot. L'école n'avait pas encore repris, c'était encore les congés. Et donc là, je me dis, je vais faire les courses. Donc on s'était renseigné. Il y a un magasin, il y a 3 magasins. Le plus gros, c'est une sorte de station essence d'autoroute un peu. C'est un peu ça, quoi. Le magasin, c'est ça, quoi. Le truc amélioré. Et là, j'arrive en fait et il n'y a pas de fruits. Pas de légumes. Bizarre. Que des conserves, un peu de surgelé et encore, mais aucun produit frais. Et en fait, ce que j'apprends, c'est qu'à Noël, l'atoll est ravitaillé par bateau, mais qu'à Noël, les gars, ils sont en vacances pendant 3 semaines. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, tu ne manges que des boîtes de conserve, que des pâtes, du riz, et parfois un peu de fruits parce que ton voisin a pitié de toi et qu'il a des fruits dans son jardin. D'accord. Mais hormis ça, non, que ça, quoi. Donc voilà, il y a bien évidemment des avantages et c'est extraordinaire par rapport à notre ordinaire à nous, à notre quotidien. Mais je crois que c'est peut-être que cet ordinaire finalement là-bas est moins riche que celui qu'on peut avoir en France. Mais après, c'est pas pour autant que j'en garde des mauvais souvenirs. Et puis, pour sortir un peu du cadre kiné et plus sur un point de vue personnel, on a effectivement eu la chance en étant sur place de vivre des choses assez extraordinaires au contact de personnes, en allant sur des atolls avec 5-10 habitants, des atolls sur lesquels on ne peut pas aller en avion, c'est des atolls plutôt isolés, sur lesquels ma femme est allée faire parfois des missions. On se retrouve avec 50 personnes comme ça, où il y a ce qu'ils appellent un parc à poissons municipal. En fait, c'est un parc fait en pierre, qui est un truc ancestral fait par des anciens, dans lesquels les poissons rentrent, et puis le soir, chacun va prendre sa petite nasse, tu prends tes 10 poissons, tu les fais griller, tu manges, et puis voilà quoi. Donc voilà, et puis quand t'as faim, tu vas pêcher un peu le thon, des trucs comme ça. Vous voulez manger quoi ce soir? Du thon? Bon, viens, allez, on va pêcher à la passe, ok, on y va, pof, pop. Il te reste une demi-heure, tu ramènes un thon de 20 kilos, tu le coupes, tu le manges. Voilà, c'est assez simple des fois la vie. Voilà, c'est ça. Mais à la fois simplicité et en même temps que cette simplicité, c'est ça. Alors qu'effectivement, c'était peut-être une des premières choses qu'on a fait quand on est rentré à Marseille après cette escapade un peu avec ma femme. On allait se promener, nous on habite à côté des Calanques à Marseille, et on allait se promener, on s'est dit, franchement on s'est baladé, on s'est dit en fait c'est juste tellement joli aussi chez nous, quoi. Voilà, c'était très très joli là-bas, on avait des trucs superbes, mais finalement on avait aussi des choses très jolies à côté de chez nous, quoi. Une période de votre vie. Voilà, exactement. Donc tu parlais qu'il y avait l'équivalent CNAM chez exactement. eux. Donc ça fonctionne comment au niveau des ISA? Qu'est-ce qu'il y a comme nous? Une belle LGAP? Alors ils ont une NPAP, je crois, c'est la nomenclature polynésienne, je crois, des actes professionnels. En fait, souvent, ils dupliquent un petit peu ce qui se fait au niveau de l'administration française, en le mettant un peu, sans aucun sens péjoratif, à la sauce polynésienne. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas toujours l'administration pour appliquer les textes ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois des situations un petit peu ubuesques. Mais donc là-bas, ils ont la NPAP. La lettre clé, je ne me souviens plus ce que c'était, mais la lettre clé était à 440 francs quand je suis arrivé, franc Pacifique, pardon, et 1 euro, ça doit être 120 francs. Donc ça faisait un acte à 3 euros, presque 4 euros. Enfin, la lettre clé, pardon, à 4 euros. Donc je te laisse imaginer la prise en charge d'un patient BPCO. C'était jackpot. Donc voilà. Et par contre, alors, à savoir, c'est que moi, que je te disais, quand j'ai commencé pour m'installer, c'était 440 francs. Et en fait, ils étaient tellement déficitaires et ils trouvaient que les kinés étaient trop payés que les syndicats de kinés ont accepté une baisse de la lettre clé et sont repassés à 380 francs. Ah oui. Ouais, voilà. Sachant qu'il y a 2 syndicats de kinés et qu'il y aura à peu près 300 kinés en tout en Polynésie.
Voilà, D'accord. ils ont réussi à en créer 2. La Fédé y est. Non, il n'y a pas la Fédé, non, parce que ça ne dépend pas du territoire métropolitain. Donc, Ouais. non. Mais effectivement, j'avais rencontré, échangé en tous les cas avec quelques responsables locaux. Ce n'était pas forcément évident parce que nous, en France, j'ai envie de dire, ça se passe, il y a 60 millions de personnes, il y a une caisse d'assurance maladie qui a des problématiques bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a des négociations, il y a un ministère, il y a tout un ensemble, un microcosme, un environnement très large qui prend part un peu aux négociations. Alors que là-bas, finalement, c'est de toi à moi, en fait, entre le directeur et le représentant. Et voilà, et limite, en fait, c'est presque plus dérangeant. C'est-à-dire que si je suis pas d'accord avec le directeur, en fait, il peut me virer et il peut me déconventionner. On arrive sur des rapports un peu de 1 à 1 qui sont pas forcément toujours évidents. Voilà, donc, ou parfois, au contraire, à l'avantage des kinés. Mais dans ce cas-là, pas forcément. Mais en tout cas, ce que j'ai perçu, c'est que les kinés sur place étaient loin d'être malheureux. Et bon, après, pour mesurer un peu l'impact de cette lettre clé avec un tarif impressionnant pour nous, qui ferait bien des jaloux, c'est que la vie est beaucoup plus chère aussi. Voilà, vivre sur un atoll, quand tu te fais livrer tout par bateau ou par avion, forcément, c'est quand même beaucoup plus cher que si tu arrives dans un supermarché ici en France. Quoi. Tout à fait. Ouais. Voilà. On le voit sur nos départements par ici. Exactement, tout à fait. C'est un peu des problématiques là, qu'on peut entendre actuellement à la Martinique ou des choses comme ça. Alors, je n'ai pas les proportions, si ce sont les mêmes proportions, mais oui, la vie est plus chère, clairement. D'accord. Voilà. Pour toi, quelle serait la grosse différence justement entre la pratique, on va vraiment parler entre la Polynésie et puis la métropole En fait, je crois pas trop qu'il y ait de différence en fait. La différence en fait, ça va être la population à laquelle tu as affaire en fait. Principalement, c'est qu'en France, tu as quand même une population qui a accès aux soins, qui est plutôt, on va dire, proactive, dans laquelle il y a de la prévention, il y a des choses qui sont mises en place. En Polynésie, effectivement, mettre en place des campagnes de santé publique, c'est plus compliqué, les moyens sont moindres, la mise en place, le déploiement est bien plus complexe. Si tu as 300 000 habitants sur Tahiti, Papeete, Tahiti, Moorea, 2 grandes îles, Bora Bora, une grande île, Wainé, une autre grande île, et après tu as des îles plus petites, les Marquises, c'est 4 heures d'avion, etc. C'est vraiment, le fait que ça soit dispatché, c'est un patchwork. Quoi. Pour donner un ordre d'idée, le territoire marin de la Polynésie, c'est l'Europe. D'accord. J'avais pas du tout cette échelle. Voilà. Donc en fait, tu vois, moi je te dis, j'étais à Fakarava. En fait, c'est 400 km de Tahiti, c'est 1 heure d'avion. Alors, c'est pas grand-chose, mais déjà rien que de devoir prendre l'avion, etc. C'est quelque chose de. Puis après, de mettre sur chaque atoll en place des actions et tout, c'est pas forcément évident. Donc voilà, je dirais la différence principale, c'est finalement le public auquel tu as affaire, mais tu retrouves aussi ce public. Moi, je le retrouve parfois dans des quartiers défavorisés à Marseille. C'est des situations des gens qui sont en situation de pauvreté, de paupérisation, où effectivement tu retrouves les mêmes problématiques de malbouffe, de sédentarité, d'écrans, beaucoup d'écrans. J'avais mes enfants qui étaient scolarisés. On les a sortis effectivement de l'école parce qu'effectivement souvent ils rentraient alors que vous avez fait les enfants à l'école. On a regardé des écrans. Ok, après voilà, chacun fait comme il peut et peut-être que les moyens mis à disposition des enseignants là-bas n'étaient pas suffisants, mais c'est vrai que c'était pas pour nous totalement satisfaisant. Mais à côté de ça, ils ont fait bien d'autres choses. Ils ont nagé avec des dauphins, des baleines, ils ont vu des requins, tout ça. Donc, ils ont gardé aussi des bons souvenirs. C'est sûr. Un enrichissement. Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc tu es resté combien de temps ? On est resté 1 an sur l'atoll et après on en a profité, on est allé, on a visité un peu les Marquises, on a fêté le jour de l'an à Raroya sur un petit atoll qui pour le coup là est dans les Tuamotu toujours, qui est un atoll hors des circuits touristiques où on a été reçu par la famille d'un collègue de ma femme où c'était une expérience assez passionnante et c'est pour la petite anecdote pour ceux qui connaissent, c'est l'atoll où s'est échoué le Kon-Tiki. Le Kon-Tiki, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un explorateur norvégien qui voulait démontrer que les Polynésiens venaient d'Amérique latine en se laissant dériver sur un radeau, ce qu'il a réussi à faire, et donc il s'est échoué à Raroya. Mais finalement, les études scientifiques et notamment génétiques ont démontré que les Polynésiens descendaient des peuples d'Asie et non pas d'Amérique du Sud. Donc il avait raison, mais tort en même temps. Voilà. Donc on était sur cet atoll, c'était assez extraordinaire, effectivement. On a vécu un peu en toute simplicité comme ça, là-bas. Voilà. Ok.
Donc retour à Marseille. Alors pas encore, non, parce qu'après ça, pas retour à Marseille. Après ça, on a visité un peu l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Okay. On a fait un peu, voilà, c'était une expérience. Profité. Exactement. On s'est dit qu'on n'aurait pas tous les jours la possibilité d'aller en Nouvelle-Zélande en faisant 4 heures d'avion. Donc on a fait ça. Et d'ailleurs, pour une autre anecdote, c'était assez rigolo, c'est que la Nouvelle-Zélande a 12 heures d'avance sur la France et la Polynésie a 12 heures de retard sur la France. Donc quand tu passes d'un côté à l'autre, ton voyage fait 12 plus 4 fait 16 heures. Et dans l'autre sens, il fait moins 8 heures. Donc, tu arrives avant d'être parti. C'est quelque chose qui a beaucoup fait rire mes enfants d'être arrivés avant d'être partis. C'est un truc qu'ils ont pu raconter à leurs copains, ils étaient contents. D'accord, ok. Donc retour à Marseille, réinscription à l'ordre, et voilà. Alors oui, ici, réinscription à l'ordre, mais la première chose que j'ai faite, finalement, j'étais dans une situation où finalement j'avais pas repris d'activité professionnelle. C'était courant avril-mai, et il y avait le congrès de la FFM-CARE, les 60 ans de la FFM-CARE, qui était un congrès électif. Et c'était la première fois de ma vie où pour une fois j'allais pouvoir finalement choisir d'abord mes responsabilités syndicales, ma fonction syndicale, puis ensuite adapter mon activité professionnelle. Alors que d'habitude on part toujours d'une activité professionnelle qu'on essaye de réduire pour dégager du temps pour le syndicat. Et là, je me suis retrouvé dans cette situation où finalement, je pouvais donner tout mon temps au syndicat et ensuite adapter mon activité professionnelle au temps nécessaire à mes fonctions syndicales. Donc finalement, je l'ai fait dans cet ordre-là. Et après, effectivement, je me suis réinstallé, réinscription au tableau et remise en route un petit peu de la vie normale, entre guillemets, voilà, après cette grande parenthèse. D'accord. Le cabinet ne te manque pas ? Moi, je prends beaucoup plus de plaisir au domicile avec mes patients. C'est vrai que je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai que j'ai été ce sportif qui se faisait manipuler les cervicales après chaque entraînement, avant chaque match, ou l'épaule, où j'avais mal à la cuisse, ou machin, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que notre métier, comme je disais au tout début, a plus de sens dans le fait d'aider une personne âgée qui a 90 ans à rester chez elle, à pas partir en EHPAD, ou au contraire à être en tout cas autonome, que d'aider un mec qui a 30 balais, qui s'est tordu la cheville, qui devait aller faire absolument son trail, tout ça, quoi. Moi, ça m'a... Voilà, pourtant, j'ai été ce monsieur qui voulait faire ses courses et tout, mais voilà, moi, je me dis que quelque part, notre place dans le système de santé, elle est plus auprès des personnes âgées qu'auprès des gens en bonne santé qui ont une blessure traumatique, qui veulent reprendre une activité. Voilà, après, c'est un point de vue personnel, c'est pas forcément... Ouais, puis je pense que c'est une richesse de notre profession aussi, en fait. Moi, je sais que ça fait 20 ans que je pratique, que je ne pratique pas comme j'ai pratiqué il y a 20 ans, et ça évoluera encore, et il y a des thématiques qui nous intéressent à un temps T, et d'autres moins, et voilà. C'est la richesse vraiment de notre profession. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et peut-être on en parlait également tout à l'heure de la réforme des études. On est passé de technicien à finalement, il faut qu'on passe peut-être encore plus à acteur de santé publique. En fait, on n'a pas forcément qu'un rôle d'exécutant ou de soignant, comment dirais-je, sur la prise en charge dont a besoin le patient, entre guillemets. C'est ce côté un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, les conseils, la prescription d'activité physique adaptée, toute la prévention milieu-scolaire, la prévention en entreprise, tout ça, c'est des choses, ou la prévention en EHPAD, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont pas encore forcément suffisamment occupées par les kinésithérapeutes. Et on gagnerait, je pense, en légitimité auprès de tout le monde à se tourner vers ce type de pratique. Et après, je connais les contraintes de notre système de rémunération à l'acte, etc. Je suis kiné avant tout, je sais tout ça. Mais je pense que c'est à nous de trouver des solutions. Voilà. Problème, solution. Voilà. On va essayer de trouver quelque chose, quoi. La boucle est bouclée. Voilà. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune diplômé, voilà, qui... par exemple, hésite à se syndiquer, se dit j'ai pas le temps, ou c'est pas pour moi, ou c'est cher, finalement. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, déjà, sur le syndicat, j'invite tous les kinés à se syndiquer parce qu'en fait, finalement, les seuls qui peuvent négocier ton salaire, quelque part, ce sont les syndicats. Je ne ferai pas de prosélytisme directement pour la Fédé, pour la FFM-CARE. Bien évidemment, moi, je suis convaincu que ce syndicat est
c'est même pas le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui correspond le plus à mes convictions. Hein. Mais c'est vrai que si je devais donner un message, c'est syndiquez-vous, parce que finalement, quand on arrive en négociation avec des responsables nationaux, ils connaissent nos chiffres. Ils savent que les syndicats de kinés, c'est 8 à 10 000 kinés sur les 80 000 libéraux. Donc c'est 10-12%, ce qui est déjà un chiffre honorable par rapport à ce qu'on peut retrouver comme proportion chez les salariés. Mais c'est vrai que si on était 50 000 kinés syndiqués, ça serait beaucoup plus simple de négocier quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'on y arriverait forcément toujours, mais on aurait un pouvoir de nuisance. C'est un peu dommage de parler comme ça, mais on aurait un pouvoir de nuisance, ou en tout cas un pouvoir qui serait plus impressionnant que ce qu'on peut avoir actuellement, pour autant qu'on essaye de se défendre malgré tout. Hein. Voilà, donc pour moi, le message, ça serait: syndique-toi, t'es jeune kiné, syndique-toi, ou jeune ou moins jeune, hein, si t'es pas syndiqué, syndique-toi. Parce que finalement, ceux qui portent les revendications de ta profession, ce sont les syndicats, et uniquement les syndicats, notamment dans le cadre conventionnel, qui est le cadre d'exercice de 99% de notre profession, hormis, je parle pas des salariés, hein, je parle pour les libéraux. Voilà, donc ça serait plutôt ça le message. Et après, pourquoi la Fédé ? Parce que à la Fédé, tu auras la possibilité d'avoir toujours quelqu'un qui peut localement répondre à tes questions, que tu peux rencontrer, avec qui tu peux échanger. Hein. La Fédé, c'est des syndicats dans tous les départements français et ultramarins. Et puis la Fédé, au niveau national, c'est, j'allais dire, c'est un peu péjoratif, une grosse machine, mais c'est une grosse entité qui a des moyens pour défendre la profession, avec, on disait tout à l'heure, 20 élus nationaux, un bureau composé de 8 personnes qui travaillent quasiment 8 jours, en fait. Enfin, on est des passionnés de la kinésithérapie et de la défense de notre profession, donc qui se donnent corps et âme pour ça. Et puis également des salariés. On a un délégué général qui est un juriste avec une formation en droit de la santé, qui a été ancien assistant parlementaire, etc. Donc on a des gens au service de notre profession, et c'est vrai que dans notre syndicat, on a ça, et on met vraiment tout ce qu'on peut à disposition de la kinésithérapie pour la faire progresser. Très structuré. C'est assez structuré, et pour autant, on a aussi, on écoute les syndicats départementaux. On a un congrès chaque année duquel émanent des motions, c'est-à-dire des orientations à donner à la kinésithérapie, à notre syndicat. Voilà, c'est pas 10 personnes dans leur coin qui décident, bien au contraire, c'est tout le monde. Donc ces motions sont portées par les syndicats départementaux. C'est ça. On a un système de motion où les syndicats amènent des motions, un texte, souhaitent que soit débattu l'augmentation de la lettre clé, c'est voté, oui, tout le monde est pour, le bureau et le conseil fédéral a pour mission de tout mettre en œuvre pour que cette augmentation arrive. Après, voilà, on essaie de le faire dans un contexte, en prenant en compte les réalités économiques contextuelles. Donc, on ne fait pas non plus n'importe quoi, mais voilà, la Fédé, c'est des infos fiables, claires, transparentes. C'est quelqu'un partout avec qui tu peux échanger, poser des questions. Et de toute façon, se syndiquer, c'est donner plus de poids aux syndicats qui sont finalement ceux qui te représentent. Ouais. Donc, porter leur voix. Mais aussi ceux qui souhaiteraient, alors là on parlait de ceux qui hésitaient, mais ceux qui aimeraient s'engager, qui aimeraient rentrer dans les conseils d'administration, voilà. Tout à fait, il y a de la place pour tout le monde chez nous. C'est vrai que après ça, c'est plus une question personnelle, mais c'est vrai que moi, comme je le disais, c'est vrai que j'ai toujours aimé comprendre, je suis curieux de savoir pourquoi, comment ça se passe, etc. Et que cette curiosité m'a amené à m'investir. Après, on a tous des contraintes familiales, personnelles, ou on a tous plus ou moins d'énergie, des contraintes financières. Voilà, c'est pour ça que pour moi, le premier engagement d'être adhérent à un syndicat, c'est déjà ça devrait être entre guillemets pas la base, mais un minimum. Et après, si en plus derrière il y a des velléités d'engagement plus importantes, on sera toujours à même de les accueillir au sein de la FFMKR. Pas qu'on n'ait jamais refusé quelqu'un qui veuille donner de son temps pour faire des réunions, travailler sur des dossiers ou faire des propositions, des choses comme ça, clairement. Ok, super. Je crois qu'on a déjà balayé pas mal de sujets. Hein. Un grand merci. Merci à toi. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Non, je crois que c'est exhaustif. Moi, juste peut-être, c'est que on est tous responsables à notre échelle de la kinésithérapie et de ce qu'on en fait.
du message qu'on porte, de l'image de notre métier. Et c'est vrai qu'on a peut-être parfois tendance à l'oublier, mais voilà, il faut avoir un petit peu tout ça dans le viseur malgré tout. C'est important parce que cette image, elle nous sert actuellement. On a une image très positive auprès des patients et il ne faudrait pas qu'elle se dégrade. Et puis on peut en plus l'enrichir, comme je disais tout à l'heure, avec des visions de prévention, que les gens aient plus cette idée-là. Ça pourrait être vraiment positif. Donc voilà, chacun de nous a sa responsabilité par rapport à notre profession et pour en donner la meilleure des images. Voilà. Super. Merci Rémi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de KinéCast, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Gascon, kinésithérapeute à Lyon et président du syndicat départemental du Rhône. Jean-Marc Gascon nous parlera de son parcours professionnel à Paris, puis à Lyon, et de son engagement syndical qui l'a mené à la présidence de la FFMKR du Rhône. Nous aborderons ses rôles et missions en tant que président, notamment en tant que relais d'information essentiel pour les adhérents, son accompagnement des professionnels face aux indus et bien plus encore. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'engagement syndical et les évolutions de la profession, rendez-vous jeudi prochain sur KinéCast avec Jean-Marc Gascon.